La coopération avec l'administration vise à multiplier par 10 leurs capacités. C'est absolument crucial pour que nous puissions rivaliser avec la Chine et la battre sur ce terrain important. Sénateur Barrasso. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue, et ambassadeur Pratt, la Chine contrôle, quoi, 85% de la capacité mondiale de traitement des minéraux critiques. La capacité de traitement se trouve en fait. La Chine contrôle un pourcentage significatif du secteur minier africain, et elle y récupère des ressources qu'elle envoie ensuite en Chine pour, le traitement. Et nous prenons des mesures ici, aux États-Unis, pour rompre cette dépendance. Plus tôt ce mois-ci, la secrétaire à l'énergie était dans le Wyoming, avec nous. La mine Brook dans le Wyoming a été inaugurée. C'est la première mine de terres rares à ouvrir aux États-Unis depuis plus de 70 ans. Cela va produire des terres rares essentielles pour la défense et les technologies avancées. C'est crucial. Alors, comment les États-Unis et les pays africains peuvent-ils collaborer pour s'assurer que nous puissions construire des chaînes d'approvisionnement capables de remettre en cause la domination de la Chine, afin que plus jamais nous ne nous retrouvions aussi dépendants de la Chine ou de toute autre source étrangère? Merci, Monsieur le Sénateur. Nous essayons de nous assurer que les États-Unis disposent des matières premières dont ils ont besoin pour divers minéraux, y compris le cobalt, le lithium, et bien d'autres. Et donc, une partie de la stratégie consiste à tirer parti de l'accès commercial et à profiter des offres que nous recevons sur le continent de la part de différents pays, et aussi à profiter des financements via la DFC. Comme vous le savez peut-être, il y a une ligne de terres rares en Afrique du Sud qui bénéficie d'un financement de la DFC. Au Mozambique, nous avons une ligne de graphite qui reçoit également un financement de la DFC. Ce sont des exemples de la manière dont nous avons pu utiliser avec succès, la DFC pour garantir l'accès aux minéraux, dont nous avons besoin aux États-Unis, tout en continuant à développer, la capacité nationale, tant du côté de l'extraction que du raffinage. Il me semble tout simplement que le Parti communiste chinois cible vraiment les investissements dans les pays africains afin d'étendre son influence politique, son influence économique et ses objectifs stratégiques. Je veux dire, il suffit de regarder toute l'initiative, la ceinture et la route et les différentes choses qu'ils ont faites. J'étais à Djibouti pour rendre visite aux troupes de la garde nationale du Wyoming. Vous arrivez en avion et il y a cette base navale qu'ils sont en train de construire juste là, à ce point stratégique dans le golfe d'Aden, là où ça se resserre avant de remonter vers la mer Rouge. C'est une zone étroite et il y a une grande base, une base importante là-bas. En arrivant à Djibouti, on passe par Addis Abeba, un grand terminal pour, les Chinois, pour l'approvisionnement aérien. Il y a un projet, Le président en est au courant, avec, notre période avec le sénateur Inoff, qui était président. Il a passé beaucoup de temps en Éthiopie, très impliqué, dans quelque chose qui s'appelle Project Mercy, un hôpital là. Des étudiants en médecine de Baylor allaient là-bas pour se former, aider et apprendre. Et, il y a beaucoup d'implications des États-Unis là-bas. Avant, c'était une sorte de chemin de terre, et maintenant c'est une belle route, et les panneaux d'UV offerts par vos amis de Chine, parce que c'est eux qui ont construit la route. C'est un centre médical américain actif que, la Chine semble essayer de prendre en main. Il y a tellement de domaines où ils essaient d'exercer leur influence, que ce soit politique, économique ou stratégique. Donc, vous savez, il semble que leurs investissements soient concentrés sur de grands projets liés aux ressources naturelles. Et parlons simplement des risques que ces investissements chinois dans les minéraux critiques représentent pour nous à long terme aux États-Unis si nous ne faisons rien pour les contrer. Sénateur, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir mentionné Djibouti, car j'y ai servi comme ambassadeur des États-Unis pendant 2 ans et demi avant cette affectation. J'ai passé une grande partie de mon temps à plaider pour obtenir davantage d'investissements américains. Nous travaillons en étroite collaboration avec une entreprise américaine qui avait réalisé un important investissement énergétique là-bas. Et j'ai travaillé en étroite collaboration, avec notre propre gouvernement pour, investir de l'argent dans certains investissements stratégiques en matière de sécurité, comme un centre de maintien de la paix sur lequel nous travaillons conjointement avec les Djiboutiens. Donc, nous avons réalisé d'importants investissements là-bas et nous essayons d'en attirer d'autres. Je pense que ce que vous mentionnez concernant, l'implication de l'Afrique, c'est qu'en gros, ils ont essayé de créer des situations de monopole où ils peuvent contrôler les prix et exclure tout autre acteur de la chaîne d'approvisionnement. C'est essentiellement ce qu'ils ont fait à travers des pots de vin, des pratiques de travail, et ensuite la manipulation des prix. Donc, ce que nous essayons de faire de manière très active,
c'est de nous assurer que les entreprises américaines puissent entrer sur le marché. Je parlais de toutes les entreprises qui nous ont approchés au début de cette année, pour participer au processus de paix en RDC, mais aussi pour, les aider à sécuriser des accords dans ce cadre. Et donc nous travaillons sur un cadre économique, pour atteindre cet objectif. Je pense aussi que nous devons tirer parti de la DFC. Nous devons, franchement, tirer parti de toute la bonne volonté que nous voyons sur le continent africain, où l'on souhaite s'associer à des entreprises américaines en raison de nos normes du travail, de notre transparence dans la manière dont nous faisons des affaires. Il y a de nombreux pays sur le continent qui viennent vers nous et ils nous disent qu'ils préféreraient une entreprise américaine à une entreprise chinoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'est notre rôle de veiller à ce que les entreprises américaines obtiennent un accord équitable, et que nous saisissions l'opportunité offerte par ces gouvernements, et que nous nous assurions que, les accords soient bien conclus. Monsieur le Président, ai-je le temps pour une question de plus? Merci. Eh bien, vous avez mentionné le Congo, la RDC. Ils produisent environ 80% du cobalt mondial. J'ai vu que le secrétaire d'État Rubio était récemment impliqué, puis le président aussi, dans un accord entre, le Rwanda et la RDC, un accord de paix après tant d'années de guerre. La Shindekian possède ou a des parts dans 15 des plus grandes mines de cuivre et de cobalt du Congo. Le Congo, 80% du cobalt mondial. En 2023, plus de la moitié des travailleurs des mines en RBC ont signalé la présence d'enfants travaillant sur les sites. Vous savez, 4 mineurs de cobalt sur 5 ont signalé des conditions de travail forcé. La Chine elle-même a un passé bien documenté de travail forcé, vous savez, avec les Ouïghours et ce qui s'y passe. Quel rôle devrions-nous jouer en matière d'investissement, en termes d'efforts diplomatiques pour lutter contre ce travail forcé lié à ces chaînes d'approvisionnement? Selon vous, quelle serait la meilleure stratégie pour éliminer les pratiques de travail forcé qui s'y déroulent? Sénateur, je dirais que la première chose, c'est de sécuriser des accords pour les entreprises américaines et de faire entrer les entreprises américaines dans ces investissements, y compris dans le cobalt. Il n'y a pas que le cobalt, le lithium est un autre domaine sur lequel nous travaillons. Il y a une mine en particulier, en RDC, et donc nous veillons à ce que les entreprises qui sont venues nous demander de l'aide, que nous les mettions en relation avec l'offre du président Tshisekedi du Congo, qui a déclaré très publiquement aux États-Unis qu'il souhaitait voir des entreprises américaines venir faire des affaires et travailler dans ces secteurs miniers. Et donc, nous travaillons très activement pour nous assurer que ces accords soient conclus. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Woodard, c'est le moment d'encourager les entreprises américaines à entrer sur le marché africain et à créer des co-entreprises durables. Le processus d'extraction, de traitement, de raffinage et de fabrication des minéraux critiques est complexe. Je rencontre fréquemment des entreprises qui cherchent à établir un lien direct entre l'Afrique et le Texas afin de relocaliser notre chaîne d'approvisionnement en terres rares et, ainsi, couper efficacement la Chine. Le Texas peut contribuer à répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique pour l'extraction des minéraux rares. Houston, au Texas, et Luanda, en Angola, sont des villes jumelées, ce qui place stratégiquement le Texas en position de leader pour les investissements commerciaux soutenant le corridor de Lobito. Le Texas est prêt à devenir le centre de solutions de raffinage évolutives pour les minéraux rares. Cela nécessite un engagement proactif des États-Unis pour réduire les risques liés aux investissements à l'étranger en Afrique, promouvoir les partenariats et éloigner l'Afrique de la Chine. Que fait actuellement le département à part pour collaborer avec les entreprises américaines et aider à concrétiser davantage de projets? Merci, monsieur. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, tous les jours. Je pense qu'un exemple réussi que je pourrais citer serait, le Mozambique, où il y a une mine de graphite qui a bénéficié du soutien de la DFC. Ce graphite est envoyé en Louisiane, juste à côté du Texas, pour y être raffiné. Il y a quelques mois. Et tout cela, vous savez, n'a été possible que grâce au soutien des États-Unis. Honnêtement, cet accord n'aurait jamais vu le jour sans l'implication du gouvernement américain et sans le soutien de la DFC. Il y a quelques mois, il y a eu des problèmes à la mine, et notre ambassade là-bas, a travaillé avec d'autres ambassades partageant les mêmes idées pour approcher le gouvernement mozambicain afin d'obtenir la sécurité nécessaire pour disperser certains manifestants qui avaient,
peut tenter de bloquer la mine pour diverses raisons, dont certains, selon nous, étaient peut-être soutenus par la Chine. Et donc c'est un exemple de la façon dont, vous savez, on se retrouve souvent à gérer les détails avec certaines de ces entreprises, en les aidant, à atteindre, leurs objectifs. En RDC, il y a quelques mois, il y a une mine d'étain près de, Goma, et elle a été en quelque sorte envahie par les rebelles du M23 soutenus par, le Rwanda. Notre ambassadrice à, Kinshasa, l'ambassadrice Tonlin, a travaillé avec, le représentant spécial du président, Boulos, pour dialoguer avec les acteurs de la région, le président Tshisekedi à Kinshasa, le président Kagame au Rwanda. Ils ont créé les conditions pour que les rebelles se retirent de cette mine d'étain qui appartenait, à une entreprise américaine, à l'époque, et qui produisait environ 8% de l'approvisionnement mondial en étain, ce qui est crucial, surtout parce que nous n'avons pas du tout d'étain ici aux États-Unis. Et ça, encore une fois, c'est un autre exemple de la façon dont nos diplomates et les gens sur le terrain s'engagent aux côtés des entreprises américaines pour s'assurer que nous puissions, améliorer les chaînes d'approvisionnement. Nous travaillons aussi à présenter, de plus en plus, de projets potentiels à nos institutions de financement public comme la DFC et l'Exim afin d'essayer de leur apporter le soutien dont elles ont besoin parce que, comme nous l'avons souligné, ces projets sont risqués. Ils sont très difficiles et demandent beaucoup de travail et d'efforts. Et, vous savez, la DFC et l'Exim doivent bientôt être réautorisés. Nous espérons que le Congrès les soutiendra dans cette démarche et leur permettra, de s'engager plus efficacement en adoptant des niveaux de risque plus élevés, car actuellement leurs exigences, les empêchent souvent de soutenir des projets qui, présentent, trop de risques. Mais le secteur est risqué, et si nous voulons, sécuriser les filières pour acheminer ces minéraux vers les États-Unis, il va falloir soutenir, ces entreprises et ces projets, et je pense que la DFC et l'Exim offrent un excellent moyen pour le gouvernement américain de soutenir bon nombre de ces projets. Ambassadeur Pratt, lors de la dernière audition du sous-comité sur l'Afrique, j'ai interrogé votre prédécesseur, l'ambassadeur Fitrell, sur le fait que Biden a annulé les concessions minières pour la mine Twin Metal dans le Minnesota et a délibérément rejeté le projet de route en blé en Alaska. Bloquer l'exploitation minière nationale de minéraux ne fait que renforcer notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères en minéraux critiques, un domaine que vous avez répété à plusieurs reprises être dominé par la Chine. Moins de 1% du raffinage mondial des terres rares a lieu aux États-Unis, la plupart des matériaux extraits en Amérique étant envoyés en Chine pour y être traités. Le décret du président Trump visant à stimuler la production minière américaine nous a mis sur la bonne voie, comme nous l'avons vu avec le dernier accord de plusieurs milliards de dollars entre MP Material et le département de la Défense annoncé ce mois-ci. Mais ce n'est qu'un début, et il reste encore beaucoup à faire. Les États-Unis devraient renforcer leur partenariat avec l'Afrique et ouvrir la voie à de nouveaux accords sur les minéraux critiques qui évincent la Chine et déconnectent définitivement nos chaînes d'approvisionnement. Pouvez-vous nous expliquer comment le département d'État travaille avec nos partenaires internationaux à travers l'Afrique et avec les entreprises américaines pour établir des partenariats visant à créer une chaîne d'approvisionnement directe de minéraux critiques de l'Afrique vers les États-Unis? Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Nous avons travaillé directement avec nos partenaires internationaux, en particulier le G7, sur des projets comme le corridor de Lobito. J'ai moi-même participé à ces discussions. Nous travaillons également directement avec les gouvernements africains sur des accords qui font partie de notre stratégie actuelle envers l'Afrique. Et certains de mes collègues, qui sont assis derrière moi aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied sur cette stratégie afin de nous assurer d'obtenir l'accès dont nous avons besoin et de finaliser des accords pour les entreprises américaines afin que les minéraux soient acheminés vers les États-Unis pour le raffinage. Concernant les terres rares, le lithium, le cobalt, nous pensons que tous ces éléments doivent être sécurisés pour les entreprises américaines et dirigés, en fin de compte, vers la capacité de raffinage des États-Unis. Merci. Membre de rang Booker. Je suis vraiment reconnaissant. Messieurs, j'ai beaucoup de frustration concernant tout ce travail colossal qui a été accompli au fil de nombreux mandats par cette commission en partenariat. Des choses comme ce dont nous avons déjà parlé, le MCC, il y a eu des fonds pour la chaîne d'approvisionnement sur lesquels nous avons travaillé. Une grande partie de cet argent semble actuellement soit gelé, soit récupéré, les programmes sont arrêtés, et c'est vraiment frustrant pour moi.
Je pense qu'il y a un large consensus bipartisan pour s'attaquer à cette crise du travail sur laquelle le Congrès pourrait agir. Quand j'ai posé des questions ambassadrice Pratt, vous m'avez justement expliqué ce que fait votre équipe, mais si nous vous avons invité ici en tant qu'experte, ce n'est pas seulement pour comprendre ce que fait votre équipe et quelles sont les stratégies, mais aussi pour que vous nous proposiez des stratégies à adopter en tant que Congrès, en tant que branche coégale du gouvernement. Donc je me demande si vous deux pourriez répondre à cette question en tant qu'expert que j'estime et dont je suis reconnaissant de la présence aujourd'hui en tant que témoin concernant la stratégie du Congrès, surtout étant donné le fait, très clairement, que beaucoup de choses que nous avons faites ne semblent pas être adoptées ou utilisées par cette administration, ce qui, à mon avis, crée beaucoup de risques. Par exemple, les efforts pour stabiliser, pour apporter de la stabilité à des conflits dans certaines de ces régions sapent directement notre capacité à fonctionner. Et encore une fois, quand on voit la façon dont la Russie gère les conflits dans cette région, à travers le groupe Wagner et d'autres, cela contrecarre nos efforts pour instaurer une stabilité qui est souvent nécessaire à notre réussite. Donc, je vous donne vraiment quelques minutes ici pour m'informer et peut-être sur ces actions bipartites que nous pourrions entreprendre, financer ou orienter afin de faire une différence sur ce que je considère comme une crise à laquelle nous ne faisons pas face. Certains des outils que vous avez mentionnés sont. Et moi, sénateur, je suis tout à fait d'accord avec ce concept d'utiliser les outils que vous avez autorisés, y compris la DFC, la MCC et d'autres. Et il y a une discussion en cours sur tous ces sujets, y compris la MCC, concernant les projets qui seront les plus stratégiques et bénéfiques pour l'Amérique. Je ne peux pas anticiper là-dessus dans ce que je dis maintenant, mais c'est une discussion qui est en cours. Comme je l'ai mentionné, nous aurons un bureau d'assistance au sein du Bureau Afrique qui travaillera en étroite collaboration avec le Bureau de l'assistance étrangère au département d'État. Et je peux vous assurer que je me battrai très fort pour essayer d'obtenir les ressources dont nous avons besoin sur le continent africain afin de renforcer les autres initiatives que nous menons, que ce soit les processus de paix, l'accès pour les entreprises américaines, y compris les sociétés minières, ou encore la garantie des normes. Nous voulons soutenir tous ces efforts. Il y a actuellement un processus en cours pour déterminer quel type de projets seraient les plus stratégiques. Vous savez, un des éléments d'une stratégie dont on entend parfois parler, c'est le stockage stratégique. Et dans la grande et belle loi qui vient d'être adoptée, 2 milliards de dollars ont été réservés au département de la Défense pour son stock stratégique. Donc le Congrès a, je dirais, déjà agi dans ce sens, en ajoutant aussi, je crois, 5 milliards de dollars pour le travail sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux dans le cadre de ce paquet. C'est donc un aspect d'une stratégie sur lequel je pense que le Congrès a déjà pris des mesures. Je voudrais à nouveau souligner, je pense, la nécessité pour la DFC et l'Exim d'obtenir un soutien très fort du Congrès. Exim dispose d'un programme relativement nouveau, ou plutôt renouvelé, appelé SCRI, l'initiative pour la résilience des chaînes d'approvisionnement. Et cela permet à Exim de soutenir un projet minier ou de traitement à l'étranger, tant que la production revient aux États-Unis pour soutenir des emplois ici, aux États-Unis. C'est une relance d'un outil qu'ils avaient il y a de nombreuses années et qui était un peu tombé en désuétude, mais qui a maintenant été remis au goût du jour. Comme nous l'avons mentionné, la DFC doit être réautorisée. Exim devra, je crois, être réautorisé l'année prochaine. Ces organismes sont composés de personnes très talentueuses qui essaient de réussir dans un secteur risqué. Et je pense qu'ils sont freinés dans la prise de risque à cause des règles. Ils veulent être de bons gestionnaires de l'argent des contribuables. Je crois qu'ils ont demandé à ce que leur plafond de risque soit relevé. Je sais qu'ils cherchent des moyens d'agir plus rapidement, de fonctionner davantage à la vitesse des affaires plutôt qu'à celle de la bureaucratie. Et je pense que lorsqu'ils présentent leurs propositions devant le Congrès, l'une des choses que le Congrès pourrait faire serait d'y regarder de très près et d'essayer de soutenir ces propositions, car ce sont, à mon avis, 2 éléments clés d'une stratégie nationale dont nous avons besoin pour améliorer la situation. Je voudrais. Tout d'abord, merci. C'est vraiment constructif et très utile pour ces réautorisations. Et je sais que nos équipes vont faire un suivi, parce que je pense que cela pourrait vraiment apporter un éclairage intéressant pour un travail bipartisan que nous pouvons mener. Donc merci pour cela. Je crois que ce qui me frustre, c'est que lorsque nous faisons des efforts, au niveau des États-Unis,